Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous prenons immédiatement la direction de la Gaîté Lyrique à Paris. Europe 1 en direct depuis 6h ce matin pour suivre l'évacuation des 450 migrants qui occupent illégalement cette salle de spectacle. Bonjour Alexis de la Fléchère. Bonjour Christophe, bonjour à tous. En direct de sur place pour suivre cette opération d'évacuation. Est-ce qu'elle est toujours en cours ? Oui, c'est toujours en cours et ça y est, même les forces de l'ordre ont pu pénétrer à l'intérieur de la salle de spectacle. Ils ont délogé quasiment a priori tous les migrants à l'intérieur qui sont maintenant sur le trottoir, couverture sur le dos. Les CRS qui ont réussi à déloger également tous les manifestants les moins vindicatifs, disons. Il reste en fait donc à présent un noyau dur au niveau des marches de la Gaîté Lyrique qui continue haut-parleurs et pancartes à la main devant la salle de spectacle donc à relayer leurs revendications. Un seul pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte donc à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. Un scandale, vous l'entendez, les manifestants. Des dizaines de cars de CRS, gyrophares allumés, sont toujours présents dans les rues aux alentours de la Gaîté Lyrique, située donc dans le 3e arrondissement de la capitale. Le bras de fer se poursuit entre les manifestants et les forces de l'ordre qui comptent bien aller jusqu'au bout. À noter également que tout aurait été complètement saccagé à l'intérieur de la Gaîté Lyrique. Ça reste à confirmer. Alexis de la Fléchère en direct du théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. On vous retrouve Alexis dans le journal de 8h. Il a mis sa démission dans la balance. Sur ce dossier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, choisit la riposte graduée après une nouvelle rebuffade des autorités algériennes. Une soixantaine d'Algériens présents sur le territoire français en attente d'expulsion. Les documents étaient dûment remplis, procédure bouclée. C'était sans compter sur Alger qui a opposé une fin de non-recevoir. Jacques Serret. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien tient sur une page et c'est un non catégorique. L'Algérie, je cite, réaffirme son rejet des menaces et des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage discriminatoire. Au passage, Alger parle de l'ambassadeur français comme d'un simple chargé d'affaires. Alger explique n'être animé que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants et considère que Paris ne peut décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. Un canal qui, rappelons-le, ne fonctionne pas avec un taux d'exécution d'OQTF pour les ressortissants algériens de seulement 7%. Une réponse donc qui ne restera pas sans conséquence. Bruno Retailleau promet le déclenchement d'une riposte graduée. Au bout de la riposte, il y aura la remise en cause des accords de 1968, promet le ministre de l'Intérieur qui entend bien tenir parole, allant jusqu'à menacer de démissionner en cas d'empêchement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Mettre sa démission dans la balance, Bruno Retailleau a raison de brandir cette menace. C'est ce que dit Laurent Wauquiez ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Son rival dans la course à la présidence des Républicains et chef de file des LR à l'Assemblée sera invité de la grande interview Europe 1 CNews demain à 8h10. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Et l'embarras des fédérations sportives face à l'entrisme islamique, la Fédération française de football, confrontée à une pratique du ramadan de plus en plus visible. Scène inédite et au plus haut niveau le week-end dernier, interruption du match de Ligue 1 entre Angers et Monaco pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne. Démenti formel de la fédération, non, la pause était liée à la blessure d'un joueur, assure l'instance. Argument pas très convaincant si l'on en croit les dirigeants des clubs concernés, Cyril de la Morinerie. Oui, selon le règlement de la fédération, il est interdit d'arrêter un match de football pour des raisons religieuses. Or, le président d'Angers, Saïd Chaban, affirme sur Europe 1 qu'il y aurait bien eu entente entre son club et celui de Monaco afin de rompre le jeûne du Ramadan. Les deux clubs, les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Ça a duré 1 ou 2 minutes et le match a repris tranquillement. Une version contredite par Éric Borghini, président de la commission arbitrale de la fédération. Selon lui, l'arbitre Willy Delajoux a arrêté le match en raison de la blessure d'un joueur et non pour des questions religieuses car la fédération est très attachée à la laïcité. Nous, ce qu'on veut, c'est que le football soit des lieux de rassemblement. Les questions religieuses sont légales, mais dans un cadre privé. Pourtant, en Angleterre et en Allemagne, c'est autorisé, tout comme en Ligue des Champions. La semaine dernière, l'île Dortmund a été interrompue pour permettre aux joueurs musulmans de s'hydrater et s'alimenter à l'occasion de la rupture du jeûne. Cyril de la Morinerie. Et en croire la Maison Blanche, cette nuit, on n'aurait jamais été aussi proche d'un accord de paix. Un propos qui annonce peut-être l'issue de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain et son homologue russe
doivent en discuter dans l'après-midi. On s'accroche à l'espoir de mettre fin au conflit, mais la France se prépare tout de même au pire. C'est une information Europe 1. Le gouvernement prépare un manuel de survie à l'intention des Français. Jean-Baptiste Marty. Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve, ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence, comme celui des pompiers ou celui de la police, sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter, comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie, intitulée « S'engager », incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table, soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et puis dans l'actualité internationale également, l'accord de trêve en passe d'être ruiné à Gaza. Israël a repris ses bombardements cette nuit sur l'enclave palestinienne. Une frappe sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a 2 mois. 220 morts, annonce la défense civile de Gaza. Bilan provisoire impossible à vérifier. Bombardement mené en accord avec Washington. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Comment l'armée israélienne justifie-t-elle cette reprise des combats ? Oui, après 2 mois de cessez-le-feu, les combats ont donc repris cette nuit dans la bande de Gaza. Il s'agit essentiellement de frappes aériennes contre des cibles du Hamas. Elles auraient fait plusieurs dizaines de morts selon l'organisation terroriste. Quelques tirs d'artillerie ont été signalés également, mais pour l'heure, il n'y a pas d'opération terrestre. Cela dit, les dirigeants israéliens précisent que l'ampleur de l'offensive pourrait augmenter dans les prochains jours. Une offensive présentée comme étant une réponse au refus du Hamas de libérer les otages. Mais parmi les proches des captifs, c'est l'anxiété qui domine ce matin. Ils craignent que la reprise des combats soit fatale aux quelques 24 otages considérés comme encore en vie. C'est le sens d'un communiqué publié ce matin par le Forum des familles des otages. Il y est dit que la pire de leurs craintes s'était réalisée. Du côté de Tsahal, on assure que tout sera fait pour que les frappes épargnent les captifs. À noter que l'administration américaine, très engagée dans les négociations sur leur libération, a fait part de son soutien total à la reprise des opérations israéliennes contre le Hamas. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Un mot de sport, le football avec le quart de finale aller de la Ligue des champions féminines. Ce soir, Lyon se déplace au Bayern Munich. Coup d'envoi à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1. À suivre, l'édito éco. On va parler de la croissance française. Le premier budget pour 2025 avait été bâti sur une prévision de hausse du PIB de 1,1% cette année. La Banque de France vient de nous dire que ce serait pratiquement à peine la moitié. On en parlera avec Agnès Verdier-Molinier dans un instant. Et puis à suivre, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Médéric Chapiteau, spécialisme de l'entrisme religieux dans le sport.